Je m'appelle Mathilde Mottet de Fleurville. Le 11 août 1870, je me suis mariée à M. Paul Verlaine, à Paris, à la mairie du 18e arrondissement. Mon divorce a été prononcé en 1885. En 1896, j'habitais Bruxelles lorsqu'un matin, en ouvrant le journal, j'appris la triste nouvelle de la mort de Verlaine. Je fondis en larmes. J'avoue sans fausse honte n'avoir rien compris à la simplicité de Verlaine. Quand on a affaire à un poète de génie, tour à tour bon et détestable, brutal et doux, aimant et haineux, toujours ivre et toujours repentant. À sa mort, ses amis créèrent autour de lui une sorte de légende. Il m'a semblé qu'il m'était permis de faire entendre ma voix. On a souvent parlé du salon de Madame de Calias. J'étais absolument ravie que ma mère m'y eût emmenée, car je n'avais que 14 ans et n'étais encore jamais allée dans le monde. Il y avait peu de femmes. Quant aux hommes, tous de l'esprit, du talent ou du génie. D'abord les trois Cros, qui devinrent plus tard mes grands amis, le docteur Antoine Cros, médecin, savant, poète et peintre à ses heures, Henri Cros, le sculpteur bien connu, enfin Charles Cros, poète, musicien, chimiste, savant. Son volume de vers, le coffret de Santal, suffit pour le classer parmi nos meilleurs poètes. Anatole France était là aussi, et d'autres encore dont je ne me souviens plus. Ce soir-là, on me fit chanter une chanson populaire que mon frère Charles accompagna. Il ne parut pas me voir. Moi, il me sembla laid, mal habillé et l'air pauvre. Ce fut ma première impression qui, malheureusement, ne devait pas durer. Quelques jours après cette soirée, Charles me prêta quelques ouvrages, dont les poèmes saturniens de Verlaine. J'emprunte à mon frère le récit suivant. Pour une soirée, Edmond Lepelletier me proposa d'écrire une opérette. 2 personnages, dit-il. Je jouerai avec un de mes amis. Tu connais ma voix. N'écris pas quelque chose de trop difficile pour moi. D'autres, tu ne le connais pas. C'est un poète qui a une très jolie voix de ténor. Le soir convenu, hirsute et farouche, avec des yeux de japonais exilés, le ténor s'avança sur des tréteaux de la scène improvisée. « Voilà mon ami !» dit Lepelletier.
Il sera le tien dans 10 minutes. Il s'appelle Paul Verlaine. Le rhinocéros en mal d'enfant ou le naturaliste dans l'embarras. Un jour, au jardin des plantes, un jeune rhinocéros. Troulala, troulaba, oula, troula, troulaba, oula, troula, troulaba, oula, un jeune rhinocéros. C'est des plantes touchantes, en avalant un vieil os. Troulala, troulaba, oula, troula, troulaba, oula, troulala, troulaba, oula, en avalant un vieil os. Quelqu'un disait sans doute, son os est tombé de route, mais un célèbre savant, ayant saisi sa lancette, reconnut que la pauvre bête se trouvait en mal d'enfant. Troulala, troulaba, oula, troula, troulaba, oula, simplement, voilà comment le rhinocéros était souffrant. Deuxième couplet. Le savant dans son ménage se trouve un petit nouveau-né. Troulala, troulaba, oula, troula, troulaba, oula, troulala, troulaba, oula, se trouve un petit nouveau-né. C'est des fruits de son mariage, pour lui quel jour fortuné. Troulala, troulaba, oula, troula, troulaba, oula, troulala, troulaba, oula, pour lui quel jour fortuné. Mais blague le domestique vient du jardin zoologique. Il dit que le rhinocéros soit entendu autour de sa mère, à l'instant douleur amère, expire de tétanos. Troulala, troulaba, oula, troula, troulaba, oula, le tétanos avec le rhinocéros. Troisième couplet. Le se trouve sa bête, et doit colmer la pauvre bête. Troulala, troulaba, oula, troula, troulaba, oula, troulala, troulaba, oula, va colmer la pauvre bête. Il se souvient soudain qu'il doit déclarer son gamin. Troulala, troulaba, oula, troula, troulaba, oula, troulala, troulaba, oula, déclarer son gamin. Comme ça, de cette manière, la chose est régulière. Mais hélas, sur mon bocal, il s'attendra à la mairie qu'il a porté le rhinocéros en vie et qu'il y a le minimum dans le bocal. Troulala, troulaba, oula, troula, troulaba, oula, un animal, a mis son fils dans le bocal. Un animal, a mis son fils dans le bocal. Cette soirée fut très réussie. Verlaine ne me remarqua pas plus ce soir-là que chez Madame de Caglias. J'avais 14 ans et j'en paraissais doux. Rentré à la maison, mon frère me parla de son nouvel ami. C'est, me dit-il, un garçon très doux, très bon, qui adore sa mère, veuve, avec laquelle il habite. Il est fort intelligent, a du talent et deviendra certainement célèbre un jour. Et il me donna à lire Les Fêtes galantes. C'est par un hasard tout fortuit que je le rencontrai dans notre maison même, un jour qu'il était venu voir mon frère. J'étais déjà habituée à son visage et, disons-le, à sa laideur. Ce fut donc en souriant que je lui dis gentiment bonjour et que, tout naturellement, j'engageai la conversation avec lui. Charmé par mon apparition et par ce que je lui avais dit, il s'était épris de moi. Et il priait mon frère de lui faire savoir si sa demande en mariage ne serait pas repoussée, si enfin il y avait pour lui lieu d'espérer. Charles lui fit une réponse assez vague. Mon père ne voulait pas entendre parler mariage avant 3 ou 4 ans. Mais comme Verlaine avait craint un refus, il se contenta de l'espoir qu'on lui donna et composa presque aussitôt la bonne chanson. Un bouquet dans un obus, a dit Victor Hugo. Verlaine contera plus tard dans Confession. La pauvre enfant. Mes vers devaient lui sembler durs à deviner, car je puis dire ici en toute impartialité, après calmer plus de 20 ans, que la malheureuse ne m'aura jamais compris de sa triste bourgeoise de vie. Si je n'avais compris ni l'intelligence, ni le talent de Verlaine, pourquoi l'ai-je épousé? Pour sa beauté? Pour son argent?
Va, chanson, attire d'elle, au devant d'elle, et dis-lui bien que dans mon cœur fidèle, un rayon joyeux à lui, dissipant lumière sainte, ces ténèbres de l'amour, méfiance, doute, crainte, et que voici le grand jour. Longtemps, craintive et muette, entendez-vous la gaieté, comme une vive alouette dans le ciel clair à chanter. Va donc, chanson ingénue, et que, sans nul regret vain, elle soit la bienvenue. Celle qui revient enfin. Va, chanson, attire d'elle, au devant d'elle, et dis-lui bien que dans mon cœur fidèle, un rayon joyeux à lui, Dissipant lumière sainte, ces ténèbres de l'amour, méfiance, doute, crainte, et que voici le grand jour. Moi seul ai connu Verlaine tout différent de ce qu'il était avec les autres. Verlaine amoureux, c'est-à-dire transfiguré au moral et au physique. Aussi, m'attachant à lui de plus en plus, je l'aimais de tout mon cœur. Mon père parut un peu ébranlé. Il dit qu'après tout, si ce mariage me plaisait, il ne s'y opposerait pas, que j'étais assez raisonnable pour choisir un mari moi-même. En somme, il ne voulait que mon bonheur. Le 11 août, on nous maria sans difficulté à la mairie du 18e arrondissement, puis à Notre-Dame de Clignancourt. La situation de Paul, employé à l'hôtel de ville, était modeste, assurément. Mais il avait du talent, il arriverait un jour. Malgré le siège, la famine, le froid et tous les désastres du terrible hiver 1870, les uns ou les autres s'invitaient à dîner sans façon, apportant leur ration de pain et le peu de provisions qu'ils avaient pu se procurer. Un jour, Villiers de l'Isle-Adam apporta un hareng sort. Alors qu'il se reposait sur un des divans du salon, Charles Cros suspendit le hareng sort par une ficelle au-dessus de la tête du dormeur. Puis, tandis que le poisson doré se balançait, il prit une feuille de papier et écrivit. Il était un grand mur blanc, Nu, 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 contre le mur une échelle, haute, 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 et par terre un ressort, sec, 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 et maintenant dans ses mains, sale, 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 un marteau lourd, un remplant, pointu, 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 un peloton de ficelle. Gros, gros, monte à l'échelle, et l'autre pointu, toc, 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 tout en haut du grand mur blanc. Il laisse aller le marteau qui tombe, qui tombe, qui tombe, attache au clou la ficelle, long, 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 et au bout. le hareng sort. Sec, 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 le hareng sort. Sec, 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 le hareng sort. Sec, 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 le hareng sort. Sec, sec.
la garde nationale. C'était, comme on disait, un pantouflard. Pour se libérer de ce service, il trouva, ou crut trouver, un bon truc. Il me faisait porter au capitaine de son bataillon une lettre où il disait qu'il était retenu par une besogne urgente à son bureau. Moi, j'étais, je l'avoue, un peu humiliée de cette poltronnerie. Cela réussit 2 ou 3 fois. Seulement, en même temps qu'il évitait de monter sa garde, il prévenait son chef de bureau qu'il était obligé d'aller sur les remparts. Il fut condamné à 2 jours de prison à la maison d'arrêt, rue du Cherche-Midi. Une fois les 48 heures de prison faites, il ne retourna pas à l'hôtel de ville et il s'arrangea pour se soustraire définitivement à la garde nationale. Pour arriver à ce résultat, il se réfugia chez sa mère, au Batignolles, avec moi bien entendu. Une fois là-bas, il écrivit à son capitaine qu'ayant changé de domicile et de quartier, il faisait partie d'un autre bataillon. Verlaine était très enthousiaste de la commune, et je dois dire qu'au début, presque toute la population parisienne pensait comme lui. Ma belle-mère craignait que son fils perde sa place à l'hôtel de ville. Pour dire vrai, je considérais le traitement de Verlaine comme une quantité négligeable dans notre budget, et bien souvent je pensais que s'il perdait sa place, le mal ne serait pas grand, qu'il pourrait consacrer tout son temps à la littérature et vivre ainsi selon ses goûts. À cette époque, je ne voyais que par les yeux de mon mari, et j'approuvais tout ce qu'il faisait. J'avais 17 ans. Un soir, à la fin de mai, un ami de Paul vint à la maison nous apprendre que les troupes de Versailles étaient entrées à Paris. Verlaine fut pris d'inquiétude pour sa mère. Il passa sa nuit à se lamenter et à pleurer. L'idée ne lui était pas venue de prendre une voiture et d'aller la chercher. À 5 heures du matin, je lui offris d'aller tous deux la prendre et la ramener chez nous. Il objecta que s'il sortait, il s'exposait à être pris par les fédérés et forcé de faire le coup de feu sur les barricades. Je lui proposai alors d'y aller seul, ce qu'il accepta avec joie et reconnaissance. Au milieu du boulevard Sébastopol, une énorme barricade se dressait devant moi. Un capitaine, rouge de teint et roux de cheveux, me poussa brutalement sur le côté du mur. Et j'entendis quelque chose comme « Alignez-vous !» Docile, je m'appuyai le dos au mur, croyant que j'allais être fusillée. Quand le capitaine me prit par le bras, me fit pirouetter et me dit « Voulez-vous que camp de Dieu !» Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre au signal, et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. J'étais enceinte de 4 mois. Le siège et la commune m'avaient fatiguée et émotionnée. Paul pensa qu'un séjour à la campagne me ferait du bien. Avant notre départ, ma belle-mère passa 8 jours chez nous. Puis ce fut ma mère qui vint m'aider à faire mes préparatifs. Et toutes deux purent constater avec joie la bonne entente de notre ménage. Ce n'est qu'à la fin septembre que nous revînmes à Paris. J'avais juste le temps de m'installer dans notre nouveau logis avant la naissance du bébé. Verlaine, avec son égoïsme habituel, nous laissa, ma mère et moi, nous occuper du déménagement et de l'installation.
village maman, ce qui cause mon ton. Papa veut que je résonne, papa veut que je résonne comme une grande personne. Papa veut que je résonne, papa veut que je résonne comme une grande personne. Moi je dis que les bonbons, moi je dis que les bonbons, que la raison. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison, valent mieux que la raison. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Paul reçut alors une lettre d'un inconnu. Elle était datée de Charleville. L'auteur de cette lettre se disait enthousiaste des vers de mon mari et poète lui-même. Il envoyait 2 poésies de lui. Ces vers furent trouvés originaux et intéressants par Verlaine et par Charles Cros, à qui il les montra. Une correspondance s'engagea alors entre mon mari et le jeune poète qui signait Arthur Rimbaud. Le vent dans la plaine suspend son haleine. C'est l'extase langoureuse, c'est la fatigue amoureuse, c'est tous les frissons des bois, parmi les treintes des brises, c'est la mûre grise, le cœur de petites disait Arthur Rimbaud, le projet de faire un grand poème, et je ne puis travailler à Charleville. Je suis empêchée de venir à Paris, étant sans ressources. Verlaine envoya un mandat pour le voyage et répondit qu'on l'attendait. C'était un grand et solide garçon, à la figure rougeaude, un paysan. Il avait l'aspect d'un jeune potache ayant grandi trop vite. Ses yeux étaient bleus, assez beaux, mais ils avaient une expression sournoise, que dans notre indulgence nous prîmes pour de la timidité. Il était arrivé sans aucun bagage, pas même une valise, ni linge, ni vêtements autres que ceux qu'il avait sur lui. Quelques jours après, mon mari me parla de Rimbaud et me conta une conversation qu'il avait eue avec lui. « Comment faisais-tu pour te procurer mes livres à Charleville puisque tu étais sans argent ?» Je les prenais à l'étalage d'une librairie, je les lisais et je les vendais. « Cela prouve que ton ami est peu délicat, » dis-je à Paul. À peine avais-je prononcé ces paroles que Verlaine, sans dire un mot, m'attrapa brusquement par les 2 bras hors du lit où je venais de me coucher et me jeta par terre. Ceci se passait 8 jours avant la naissance de mon fils Georges. Voilà quel fut le motif de notre premier dissentiment, qui devait, hélas, être suivi de beaucoup d'autres scènes analogues. Quelle est
matin et ne rentra qu'à minuit. Il parut content d'avoir un fils, m'embrassa ainsi que l'enfant, et alla se coucher dans sa chambre voisine de la mienne. Pendant 3 jours, tout alla bien. Le 4e, il rentra à 2 heures du matin, horriblement ivre. Il avait l'air méchant et faisait des menaces. Depuis l'arrivée de Rimbaud, il affectait une tenue des plus négligées. Il restait parfois toute une semaine sans changer de linge. Son camarade, bien entendu, n'était pas plus élégant que lui. Rimbaud, à cette époque, était horriblement sale. On put lire dans le journal. Parmi les hommes de lettres assistant à la représentation, on remarquait le poète Paul Verlaine donnant le bras à une charmante jeune personne, Mademoiselle Rimbaud. Un autre journal publia à la même date un petit article où Verlaine n'était pas nommé, mais où l'on racontait qu'un poète était rentré chez lui ivre et qu'il avait failli tuer sa jeune femme et son enfant nouveau-né. Je fus humiliée de voir mon mari ainsi attaqué publiquement, d'autant plus que le fait était malheureusement vrai. En effet, il était rentré à la maison à 3 heures du matin, plus ivre et beaucoup plus méchant que jamais. Il criait « Ma femme et mes enfants, ce sont mes otages et je vais les tuer !» L'idée fixe de Verlaine était de mettre le feu à une armoire pour, disait-il, faire sauter la maison et moi avec. J'ai dû la vie à la brave femme qui me soignait. Elle se mit courageusement entre moi et lui, l'empêchant de m'approcher. Sans qu'on la vît, elle avait mis les pincettes à rougir dans le feu, et lorsqu'elles furent brûlantes, elle les lui mit brusquement devant le nez. Le lendemain, il paraissait plus calme. Il pleura, se mit à genoux près de mon lit, me baisa les mains, me demanda pardon, assura qu'il m'aimait toujours. Le piano que baise une main frêle, lui dans le soir, rouge et gris, vaguement, tandis qu'avec un très léger bruit d'aile, un air bien vieux, bien faible et bien charmant, trop de discret, épeuré quasiment, par le boudoir, longtemps parfumé d'elle. Le piano
Verlaine, plus que jamais, déserta la maison. Fontaine-Latour commençait son célèbre tableau « Point de table », où il avait réuni Valade, Blémont, Pierre Elzéard, Jean Écart, Ernest d'Hervilly, Camille Pelletan, Verlaine et Rimbaud. Albert Merat avait sa place désignée dans ce tableau, mais Rimbaud lui était si antipathique qu'il refusa de poser à côté de lui. On mit à sa place un vase de fleurs. Ordinairement, Verlaine m'injuriait à voix basse, mais je ne lui répondais jamais rien. Parfois, il me frappait, et je ne me défendais pas non plus. La vie m'importait peu. J'étais horriblement triste, désespérée. Quant à son enfant, Verlaine avait pour lui une indifférence absolue. Jamais il ne l'embrassait ni le regardait. Une fois, il bondit sur moi et saisit brutalement notre petit Georges qui avait 3 mois. Ma frayeur fut si grande que je poussai un cri déchirant qui fut entendu de mes parents alors au rez-de-chaussée. Ils montèrent 4 à 4 les 2 étages et entrèrent dans ma chambre. Paul, que mon cri avait rendu plus furieux encore, m'avait renversé sur le lit et à genoux sur ma poitrine, me serrait le cou de toutes ses forces. Déjà, je ne pouvais plus respirer. Lorsque mon père entra et d'une brusque secousse, empoigna son gendre et le remit sur ses pieds. Verlaine, un moment effaré, ouvrit la porte et, dégringolant l'escalier, sortit de la maison. De Rimbaud, il n'était pas question, mais la menace fit son effet. Paul, très inquiet, m'écrivit immédiatement que Rimbaud partait. Ce fut avec une joie réelle que je retrouvai mon mari. Et pendant quelque temps, tout alla bien. Ma tranquillité ne devait pas durer. Les mauvais jours recommencèrent. Mes parents ne dormaient guère, toujours sur le qui-vive, écoutant avec angoisse le pas lourd et incertain du malheureux qui, dans une crise alcoolique, pouvait tuer leur fille et leur petit-fils. Parfois, le matin, à son réveil, Verlaine se repentait, pleurait, jurait qu'il ne boirait plus. Et le même soir, il recommençait. Un jour, nous n'avions eu la veille aucune querelle, mon mari m'embrassa affectueusement avant de sortir. Il ne devait pas revenir. Je priai mon père d'aller lui-même à la recherche de Verlaine. Il alla d'abord chez ma belle-mère. Elle ne l'avait pas vue. Il continua ses recherches, alla à la morgue, au commissariat de police, dans les cafés du quartier latin,
où Verlaine et Rimbaud avaient coutume de se rencontrer. Les recherches de mon père recommencèrent les jours suivants, sans plus de succès. Enfin, je reçus une lettre de mon mari. Elle était datée de Bruxelles. Ma pauvre Mathilde, n'aie pas de chagrin, ne pleure pas. Je fais un mauvais rêve, je reviendrai un jour. L'ombre des arbres dans la rivière embrumée meurt comme de la fumée. Tandis qu'en l'air, parmi les ramures rayées, se plairent les tourterelles. Je déclarai à mes parents que j'étais décidée à aller à Bruxelles faire une dernière tentative pour le ramener. J'arrivai à Bruxelles le lendemain à 5h du matin. À l'hôtel liégeois, on me dit que M. Verlaine et son ami n'habitaient plus l'hôtel et que le premier avait fait dire qu'il viendrait à 8h. Paul arriva à l'heure dite. J'étais si heureuse de le retrouver que je me blottis dans ses bras, riant et pleurant à la fois. Puis je dis mon affreux chagrin de son absence et le priai de revenir avec moi. Il commença par refuser, ne voulant pas quitter Rimbaud. Alors je lui expliquai un projet de voyage en Nouvelle-Calédonie. À ma grande joie, ce projet parut lui sourire et modifier ses intentions. Il me donna rendez-vous à 4h du soir pour prendre le train de 5h pour Paris. Je le trouvai au rendez-vous. Mais hélas, dans l'intervalle, il avait revu Rimbaud et il était ivre. Il monta avec moi en chemin de fer et s'endormit presque aussitôt jusqu'à la frontière. Là, tout le monde descendit. Mais après la visite de la douane, Verlaine disparut. Au moment où l'on fermait les portières, je l'aperçus enfin sur le quai. « Je reste !» dit-il en enfonçant d'un coup de poing son chapeau sur ses yeux. Je ne l'ai jamais revu. 3 jours plus tard, on me remit une lettre de Verlaine, écrite à la frontière en me quittant. Misérable fée carotte, princesse souris, punaise qu'attendent les 2 doigts et le pot, vous m'avez fait tout. Vous avez peut-être tué le cœur de mon ami. Je rejoins Rimbaud s'il veut encore de moi, après cette trahison que vous m'avez fait faire. Cette lettre fut suivie de plusieurs autres également absurdes. Je les mettais, sans les ouvrir, dans un tiroir. Ce n'est que plusieurs années plus tard que j'en ai pris connaissance. Tantôt il se plaignait de mes parents, se posait en martyr, en être incompris. « Je ne demande pas mieux que de te pardonner, » disait-il dans son inconscience. D'autres fois, il me demandait pardon.
me suppliait d'aller le retrouver. Voici les fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas, ne le déchirez pas, des mains blanches, de mains blanches. Et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Ne le déchirez pas, avec vos deux mains blanches, vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée. Que le vent du matin vient glacer l'enfant, glacer l'âme, Soufflez que ma fatigue à vos pieds reposés. Rêve des chers instants qui la délaceront. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas, des mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Ne le déchirez pas, avec vos deux mains blanches, vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête. Toutes les odeurs sont vos derniers baisers, vos derniers baisers. De la bonne Tempête, et que je dorme un peu, puisque vous reposez. voici les fruits, les fleurs, les feuilles et les branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas, avec vos deux mains blanches. Et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Ne le déchirez pas, avec vos deux mains blanches, vos yeux si beaux, l'humble présent soit Enfin, dans la dernière lettre qu'il m'adressa, il annonce qu'il quitte Rimbaud pour toujours. Mais pris d'un remords, il lui envoie de l'argent pour venir le trouver. Rimbaud arriva en effet, mais déclara en arrivant qu'il voulait retourner chez sa mère à Charleville. Verlaine avait sur lui un revolver chargé. En sa colère, il fit feu sur Rimbaud et le blessa au poignet. Verlaine se fit arrêter. J'ai peur d'un baiser comme d'une abeille. Je souffre et je veille sans me reposer. J'ai peur d'un baiser. Pourtant j'aime car
petit à petit, et ma santé finit par se rétablir. Mais revenons au malheureux prisonnier. Verlaine avait fini son temps de prison. Son premier soin après sa libération fut d'aller voir Rimbaud. Celui-ci refusa de le recevoir. Jusqu'en 1876, je n'entendis plus parler de Verlaine. J'appris qu'il supporta avec courage ces 2 ans de prison. Il s'y apaisa, s'y assagit. Cette longue période de solitude et de réflexion le rééquilibra. Une grande évolution se fit alors en lui. Je veux parler de sa conversion. Je suis persuadée qu'elle fut absolument sincère. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit laisse sa part. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la vie. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un instant, sans salaire. Les jours sont loin, si ce montagne. En 1878, mon petit Georges eut une grave maladie qui dura plusieurs mois. Son père apprit cette nouvelle. Il écrivit à ma mère pour qu'on lui permît de voir son fils. Mes parents répondirent qu'il pouvait venir et qu'il serait reçu. On ne lui parla guère que de Georges. Mon nom ne fut pas prononcé et aucune allusion ne fut faite au passé. Verlaine partit heureux. Écoutez la chanson bien douce, qui ne pleure pas que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère.
1886. J'habitais Bruxelles lorsqu'un matin, en ouvrant le journal, j'appris la triste nouvelle de la mort de Verlaine. Je fondis en larmes. Vous n'avez rien compris à ma simplicité. Et c'est avec un front éventé, dépité, que vous fuyez devant. Vos yeux qui ne devaient refléter que douceur, pauvre chair bleu miroir. On prit un tour de fiel aux lamentables sœurs qui nous fait mal à voir. Avec vos petits bras, comme un héros méchant, en poussant des cris poitrinaires. Hélas, vous qui n'étiez que le chant. Car vous avez eu peur de l'orage et du cœur qui grondait et sifflait et vous bellâtre vers votre mère. Ô douleur, comme un triste agnelet, et vous n'aurez pas su la lumière et l'honneur d'un amour brave et fort, joyeux dans le malheur, grave dans le bonheur, jeune jusqu'à la mort. Vous n'avez rien compris à ma simplicité. Vous n'avez rien compris à ma simplicité, rien, oh ma pauvre enfant, et c'est avec un front éventé, débité, que vous fuyez devant, et vous n'aurez pas su la lumière et l'honneur d'un amour brave et fort, joyeux dans le malheur, grave dans le bonheur, jeune jusqu'à la mort.
bat que pour vous. Ne le déchirez pas, avec vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Ne le déchirez pas, avec vos deux mains blanches, vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée. Que le vent du matin, le glacérat, Et que ma fatigue à vos pieds reposés. Rêve de chers instants qui la délaceront. voici les fruits, les fleurs, les feuilles et les branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas, avec vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Ne le déchirez pas, avec vos deux mains blanches, vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. 22 décembre, laissez rouler ma tête. Tout ce nos derniers baisers, La s'apaiser de la bonne tempête. Et que je dorme un peu, puisque vous reposez. Voici les fruits, les fleurs, les feuilles et les branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas, avec vos deux mains blanches. Et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Ne le déchirez pas, avec vos deux mains blanches, vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Grand sort. J'attends que vous trouviez la page. Il était un grand mur blanc. Nu, contre le mur une échelle, haute. Et par terre un ressort, sec. Et maintenant dans ses mains, sale. Un marteau et un enclos, pointu. Un peloton de ficelles. Gros. Tout en haut du grand mur blanc. Il laisse aller le marteau. Qui tombe. Attache au clou la ficelle. Long et au bout. Le hareng sort. Sec.